Mesdames, Messieurs, chers amis, chers partenaires, un grand bonjour à chacun de vous et bienvenue à cette sixième conférence du professeur Hérold Toussaint sur l'héritage intellectuel de Jean-Price Marx. C'est la sixième conférence. Nous avons eu l'occasion dans les conférences antérieures de discuter avec le professeur Toussaint sur diverses thématiques très importantes dans le contexte actuel d'Haïti. Et parmi ces thématiques, on a eu par exemple le patriotisme, religion et paix sociale, et diplomatie, dignité humaine et solidarité, avec un accent particulier sur les relations haïtiano-dominicaines. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un autre aspect de l'œuvre de Jean-Price Marx, en abordant la question du féminisme. Le titre de la conférence d'aujourd'hui est je dirais très percutant, hein? Le féminisme au masculin. L'exemple du docteur est Jean-Price Marx en 1919 et 1934. Alors, pour ceux et celles d'entre vous qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Pierre Michelot Jean-Claude. Je suis membre du collectif des universitaires citoyens, QCI. Et je fais un doctorat en communication publique à l'Université Laval à Québec. Et je suis également, actuellement, directeur de la chaire publique alliée, toujours à l'Université Laval, un organisme qui, depuis plus de 25 ans, œuvre dans le domaine de la vulgarisation scientifique. C'est un très grand honneur pour moi d'avoir cette occasion de rencontrer avec vous, tout en étant très loin physiquement, mais très présent grâce à la magie de la technologie. Laissez-moi rapidement préciser que cette série de conférences est une initiative de la Fondation Jeunesse, Connaissance et Engagement Citoyen, FONGISEC, et du collectif des universitaires citoyens, QCI. Et là, j'en profite pour saluer les QCistes, hein, les membres du collectif des universitaires citoyens, QCI, qui participent virtuellement à cette conférence aujourd'hui. Et j'espère qu'on aura l'occasion à l'avenir de parler un peu de l'héritage de QCI au cours de je dirais, les 15 dernières années. Et je dois également remercier et saluer particulièrement les différents partenaires de cet événement que nous aurons l'occasion de mentionner tout à l'heure. Et voilà. Donc, nous allons rapidement laisser la parole au conférencier, le professeur Hérold Toussaint, et qui va nous parler un peu, qui va nous présenter cette conférence, qui, comme je l'ai dit au départ, n'est pas isolée, puisque ça fait partie d'un cycle de conférences qui vise à créer une occasion de débat et de sensibilisation sur la pensée morale du docteur Jean-Price Marx. Et comme le professeur Hérold Toussaint aime le dire, dans le contexte de la crise actuelle en Haïti, nous ne devons pas perdre le courage de penser et d'espérer. Il faut espérer paradoxalement. C'est l'occasion plus que jamais d'espérer paradoxalement. Et l'œuvre de Jean-Price Marx, je peux dire, il peut nous offrir des repères pour effectuer ce travail d'espérance paradoxale, puisque l'une des principales caractéristiques de cette œuvre, celle de Jean-Price Marx, consiste en une critique profonde des structures sociales et raciales de son époque, qui met en lumière les dynamiques de pouvoir et les inégalités persistantes. Et à travers cette conférence d'aujourd'hui, nous allons voir avec le professeur Toussaint que l'approche du féminisme chez Jean-Price Marx est indissociable de sa vision plus large de la société, une vision qui inclut la nécessité de réformer les élites, d'instaurer une véritable éducation à la citoyenneté. Et Jean-Price Marx considère que l'émancipation des femmes est cruciale pour le progrès et la justice sociale en Haïti, et que la complémentarité entre hommes et femmes est essentielle pour le développement de la nation.
Donc, ce qui sera mis en valeur aujourd'hui, ce sont les idées progressistes de Jean-Paul Marx et surtout leur résonance avec les mouvements féministes contemporains. Donc, nous remercions le professeur Laurent Toussaint pour cette aventure intellectuelle et nous allons lui laisser la parole immédiatement pour la conférence et après son intervention qui va durer environ une demi-heure, vous aurez la possibilité de lever la main, de prendre la parole, poser des questions et interagir aussi avec nous sur la thématique du jour. Encore une fois, merci à chacun de vous d'être présent. Professeur Toussaint, bonjour et je vous cède le micro. Merci encore de nous offrir cette occasion de discussion sur la pensée morale de Jean-Paul Marx. Merci beaucoup. Bonjour. Doctorat en communication publique à l'Université Laval. Et encore une fois, merci à celles et à ceux qui acceptent d'engager avec nous aujourd'hui un débat autour de la pensée morale, sociale et politique du docteur Jean-Paul Marx. Ce matin, nous allons aborder un aspect qui est peu étudié par les spécialistes et les commentateurs du docteur Jean-Paul Marx. Dans les ouvrages ou les articles qui sont consacrés à Jean-Paul Marx, on n'a pas identifié encore cette dimension, à savoir le féminisme chez Jean-Paul Marx. C'est pourquoi nous avons choisi d'introduire cette question dans l'espace universitaire haïtien. Je dis bien, cette question n'est pas encore abordée par et les commentateurs du docteur Jean-Paul Marx. Nous prenons donc le risque de soulever cette question. Et je pense qu'à partir d'aujourd'hui, d'autres réflexions surgiront. Et aujourd'hui, dans cette 6e conférence, nous pensons aborder les points suivants. Bon, je dirais quelques éléments de biographie du docteur Jean-Paul Marx. Hommage, c'est pas homme, c'est hommage du poète Léopold Sédar Senghor à Jean-Paul Marx. Hommage. Définition et courant du féminisme. Signification du texte La femme de demain, publié en 1919 par le docteur Jean-Paul Marx. Nous verrons aussi signification du texte L'influence de la femme dans la communauté haïtienne, publié en 1934. Et nous trouvons ce texte dans une revue de l'époque qui s'appelle Le Temps. Et ce même texte, nous le retrouvons dans une autre revue
qui s'appelle La Semeuse. En 6e point, nous verrons la spécificité du féminisme de Price-Mars. Et enfin, nous aurons un commentaire final. Passons immédiatement au premier point. Élément de biographie du docteur Jean Price-Mars. Le docteur Jean Price-Mars est né en 1876 dans la ville de la Grande Rivière du Nord. Il a commencé ses études dans la ville du Cap-Haïtien. Il les a terminées à Port-au-Prince, au lycée Pétion. Il a étudié la médecine à Paris et à l'université d'Haïti. Il a été aussi, en 1956, recteur de l'université d'Haïti. On n'avait pas encore l'université d'État d'Haïti, on parlait de l'université d'Haïti. Recteur. Il a été ambassadeur en République dominicaine et ambassadeur également en France et donc à Paris. Et Jean Price-Mars a été professeur au lycée Pétion, il faut le souligner. Et c'est lui le fondateur de la faculté d'ethnologie, mais à l'époque, on parlait de l'Institut d'ethnologie. Il a fondé cet institut d'ethnologie en 1941. Et quand je parle du docteur Jean Price-Mars, j'aime bien faire référence, j'aime bien citer l'hommage que lui a rendu le poète Léopold Sédar Senghor en 1956 à l'occasion du 80e anniversaire de Jean Price-Mars. Il faut noter que Léopold Sédar Senghor, étudiant à Paris, avait rencontré le docteur Jean Price-Mars. Ce même Senghor sera élu président du Sénégal en 1960. Mais maintenant, lisons un paragraphe de l'hommage que le poète président avait rendu à notre compatriote, le docteur Jean Price-Mars. Je lis pour vous, vous avez le texte devant vous, mais je lis. Léopold Sédar Senghor, écrivain, homme politique sénégalais, lui a rendu ce vibrant hommage en 1956 à l'occasion de son 80e anniversaire. Je cite, « Il est des noms qui sonnent comme un manifeste. Tel me fut révélé le nom du docteur Price-Mars lorsque je l'entendis pour la première fois. Étudiant en Sorbonne, j'avais commencé de réfléchir au problème d'une renaissance culturelle en Afrique noire. Et je me cherchais, nous cherchions un parrainage qui pût garantir le succès de l'entreprise. Au bout de ma quête, je devais trouver Alléloque et Jean Price-Mars. Et je lus ainsi par là l'oncle deux traits, comme l'eau de la citerne, au soir, après une longue étape dans le désert. J'étais comblé. L'oncle légitimait les raisons de ma quête, confirmait ce que j'avais pressenti, car
me montrant les trésors de la négritude qu'il avait découverts sur et dans la terre haïtienne, il m'apprenait à découvrir les mêmes valeurs, mais vierges et plus fortes sur et dans la terre d'Afrique. Chers amis, ce témoignage du docteur de Senghor nous interpelle et doit interpeller tous les Haïtiens. Jean Brejmas est donc l'un des pères de la négritude. Et attention, négritude n'est pas synonyme de noirisme. La négritude de Brejmas, c'est d'abord le respect de la dignité humaine. Donc la négritude de Brejmas est liée à la dignité humaine. La négritude de Brejmas n'est pas liée au noirisme. Et aujourd'hui, ça m'étonne de voir que bon nombre d'universitaires haïtiens, bon nombre d'élèves haïtiens, bon nombre d'étudiants haïtiens ignorent totalement la pensée du docteur Jean Brejmas. D'ailleurs, on n'enseigne pas la pensée morale, sociale et politique du docteur Jean Brejmas dans les universités haïtiennes. Tel n'est pas le cas en Afrique. Et vous voyez, on parle aujourd'hui du Sénégal. Mais n'oubliez pas que le docteur Jean Brejmas a largement influencé le poète président Léopold Sédar Senghor. Donc quand on parle de la négritude, on n'a pas le droit d'oublier le docteur Jean Brejmas. J'ai voulu insister sur cette notion, sur cette réalité, mais je dis bien hélas, qu'on ne creuse pas suffisamment la pensée du docteur Jean Brejmas. Et une parenthèse, les hommes et les femmes politiques d'aujourd'hui ont intérêt à lire et à relire les textes, les écrits du docteur Jean Brejmas. D'ailleurs, il est l'un des plus grands diplomates haïtiens en terre dominicaine ou bien en France ou encore dans des missions qu'il a eues aussi aux États-Unis. Donc, c'est un auteur incontournable. Maintenant, passons rapidement, et puisque le thème, il y a une provocation quand je dis le féminisme au masculin, en un mot, et ça veut dire quoi? Est-ce que les hommes peuvent participer, peuvent collaborer avec les femmes dans les luttes pour une véritable émancipation des femmes? Et c'est cette question qui est au cœur de cette conférence. Est-ce que les hommes, est-ce qu'on peut rencontrer des hommes qui s'affirment féministes? Je ne dis bien que, je ne dis pas que les hommes doivent remplacer, suppléer les femmes. La lutte des femmes leur appartient d'abord. Mais il y a toujours lieu, il y a toujours possibilité pour les hommes de participer aux luttes féminines ou féministes. Et attention, cette question est posée aujourd'hui, mais dès les années 30, il y a eu des hommes qui ont formulé, qui ont posé cette question, et Jean Brejmas est l'une de ces hommes politiques qui a eu le courage de s'affirmer féministe. On verra.
Donc, le féminisme peut se définir. On va introduire, on va présenter ces questions-là. Mais avant, on va revenir sur le premier. Il y a un autre élément que j'avais pas souligné, que c'est un texte extrêmement des années 25. Jean Praxmas se présentait, s'affirmait féministe. Voilà. J'ai trouvé pour vous, et attention, c'est un vieux article publié en 1937, mais ça date de 1925. Et hélas, en Haïti, on brûle, on incendie des bibliothèques. C'est à la Bibliothèque nationale que j'avais identifié ce texte. Mais on peut le trouver aussi à la Bibliothèque des Frères de Saint-Louis, ce texte qui date de 1925. Oui, l'importance, c'est une parenthèse, l'importance de la bibliothèque dans un pays, dans une nation. Maintenant, mon vieux carnet, c'est une interview que le docteur Praxmas avait accordée à ce journal Le Temps en 1925. Et vous voyez, à un moment donné, vers la fin, là, à votre droite, là, êtes-vous féministe? Écoutez bien. Êtes-vous féministe? Allez-vous jusqu'au bout, jusqu'au suffrage des femmes? À l'époque, en 1934, en 1937-1927, les femmes haïtiennes ne pouvaient pas voter. Et voici la réponse de Praxmas à cette question. Et là, c'est cette question qui justifie le thème de ma conférence. C'est cette question qui nous je dirais, qui nous invite, qui appuie notre position quand nous parlons du féminisme libéral de Jean Praxmas. Êtes-vous féministe? Allez-vous jusqu'au suffrage des femmes? Oh oui, encore plus loin, toujours de loin, toujours plus loin. Et comme on dit chez nous, nous ne sommes pas dans le registre du veau émonté. Nous avons un texte, ça c'est la réponse du docteur Jean Praxmas. Comme je vous l'avais dit au début, peu de penseurs avaient abordé jusqu'ici cette problématique, à savoir le féminisme de Jean Praxmas. Ici, Jean Praxmas s'affirme féministe. Êtes-vous féministe? Allez-vous jusqu'au suffrage des femmes? Oh oui, encore plus loin, toujours plus loin. Là, c'est important. Un homme politique, un écrivain qui a appuyé la lutte des femmes. Donc maintenant, mais qu'est-ce que le féminisme en soi? Le féminisme peut se définir comme le combat en faveur des droits des femmes et de leur liberté de penser et d'agir. Mais on n'a pas, je donne d'abord, on garde cette définition, mais là vous n'avez pas cette partie-là, cette partie que je lis pour vous. Le féminisme peut se définir comme le combat en faveur des droits des femmes et de leur liberté de penser et d'agir. Il faut souligner aussi que le mouvement féministe a pris naissance dans les sociétés occidentales. Ça, c'est important. Nous devons rappeler également qu'avant ce mouvement des hommes et des femmes critiquait déjà les rôles et les stéréotypes accolés à chaque sexe. À la Renaissance, par exemple, nous avons la célèbre philosophe Christine de Pizan
1364-1430, dénonçait les mœurs de l'époque qui restreignaient la liberté des femmes. Donc, cette philosophe Christine Le Pisan. Donc, le féminisme introduit la question du sexe dans les concepts de justice, d'équité et de droit, mettant en avant des domaines où les hommes ont cherché à exclure ou à marginaliser les femmes. Le livre, ce petit livre, le livre de Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenneté, marque un tournant dans la naissance du féminisme social et politique en revendiquant l'égalité des sexes sur une base intellectuelle. Maintenant, là, je vous présente ce petit livre. Je vais montrer. Voilà. On va revenir sur le PowerPoint, mais je vous fais voir quand même ce petit livre. Ce petit livre, c'est important de cette grande femme, Olympe de Gouges, qui a pour titre Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Un petit livre, publié en 1791, qui va marquer un tournant dans l'histoire des femmes, dans l'histoire du féminisme. Ce petit livre, justement, c'était une manière de corriger, de combler un vide de la Révolution française. Donc, maintenant, ce sont les hommes et les femmes qui doivent, les hommes et les femmes qui doivent travailler ensemble. On avait l'impression que dans la Déclaration des droits de l'homme de la Révolution française, on n'avait pas accordé aux femmes tous les droits dont elles avaient droit, si vous me permettez l'expression. Maintenant, il y a un utopiste qui s'appelle Charles Fourier en 1818. On va voir, même si le docteur Jean Price-Mars n'a pas cité cet auteur, probablement il l'a lu parce que dans les deux textes que nous avons analysés, nous avons saisi les traces de ce grand utopiste du 19e siècle français. Les progrès sociaux, il nous disait, dans son livre Théorie des quatre mouvements, les progrès sociaux et changements de période s'opèrent en raison du progrès des femmes vers la liberté. Et les décadences d'ordre social s'opèrent en raison du décroissement de la liberté des femmes. En un mot, si les femmes vivent dans des situations inhumaines, ça va avoir des conséquences néfastes sur la vie d'un pays, d'une nation, d'une société. Et on verra plus loin que Jean Price-Mars va adopter la même posture. Nous avançons. Donc, je parlais tantôt de cette femme Olympe de Gouges. Et maintenant, nous pouvons lire ensemble ce qu'elle a écrit en 1791. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même fondamentales. La femme a le droit de monter sur l'échafaud. Elle doit avoir également celui de monter à la tribune. Donc, Olympe de Gouges, attention, il n'y a pas d'air, réclamait les mêmes droits civils et politiques pour les femmes et pour les hommes. Et cette dame, c'est l'histoire, elle sera guillotinée en 1793. On avance. Bon, dans la lutte des femmes,
il est important, et là, vous corrigez immédiatement pour moi, là, c'est-à-dire, non, c'est Michel André, voilà, Michel André sans E muet. Très bien. C'est à travers la presse féminine que s'exprime le mieux au XIXe siècle le féminisme des femmes des classes moyennes qui font appel aux femmes et non aux hommes pour leur libération. Ça, c'est important. Donc, l'importance de la presse dans la lutte féminine, et nous le verrons plus tard avec la Ligue, avec la création de la Ligue féminine d'action sociale. Ils auront aussi leur propre revue, à savoir la voix des femmes. Et avançons. Mais nous n'allons pas insister sur cette question, mais il est important de dire il y a des clivages, il y a toujours des clivages et des tensions à l'intérieur du mouvement féministe. Donc il n'y a pas un mouvement féministe homogène, unique, monolithique. Donc on parle de courants de pensée, il y a plusieurs courants de pensée féministes. Ça c'est extrêmement important, la question des courants de pensée. Par exemple, on a eu des féminismes libéraux, des féminismes socialistes, et nous insisterons, nous, plus tard, sur le féminisme libéral de Jean Price-Mas. On ne va pas considérer le docteur Jean Price-Mas comme un féministe, on avance, comme un féministe radical. Voilà, il y a eu aussi à un moment donné l'internationalisation du mouvement féministe, la création en 1914 de l'Alliance internationale pour le suffrage des femmes. À l'époque, les femmes ne pouvaient pas voter. Ensuite, il y a ce qu'on a appelé aussi les féministes abolitionnistes, les féministes qui étaient contre l'esclavage. Le mouvement féministe, surtout français, avait critiqué sévèrement le code de Napoléon, donc qui est riche en fertilité, en dispositions tyranniques. Ça, c'est extrêmement important. Cette question du code Napoléon, c'est ce code Napoléon qu'on va appliquer également dans le cas haïtien. Et Jean Price-Mas va critiquer le bovarisme haïtien, le mimétisme haïtien. Donc, on va essayer d'appliquer ce même code Napoléon en Haïti qui aura pour but d'asservir les femmes. Bon, voilà, on avance. Voilà. Bon, on a le féminisme réformiste. Il y a le féminisme réformiste, il y a les féministes aussi radicaux. Et enfin, j'ai voulu quand même rappeler ce que certains d'appeler le moment Simone de Beauvoir avec son livre Le deuxième sexe, publié en 1949 en 2 tomes. C'est une date importante dans le mouvement féministe parce que là, c'est à partir de 1949, là, c'est cette citation de Simone de Beauvoir, on n'est pas femme, on le devient. Aucun destin biologique, physique, économique ne définit la figure que revêt au sein de la société la femelle humaine. C'est l'ensemble de la civilisation qui élabore et produit ce produit intermédiaire entre le mâle et le castrat qu'on qualifie de féminin. Donc, là, Simone de Beauvoir critique ce qu'on appelle en général l'essentialisme. Et voilà. Mais maintenant, d'accord. Maintenant, puisque j'ai parlé je disais qu'il n'existe pas un mouvement féministe, qu'il n'y a pas, de même en Haïti, il n'y a pas que mouvement féministe, il y a plusieurs mouvements féministes. C'est pourquoi j'ai voulu, par exemple, présenter ce livre. Lire le ou bien les féminismes. Et
j'ai tenu à présenter ce livre pour vous aider à comprendre, pour aider au moins ceux qui ne sont pas dans le champ, pour ceux qui ne maîtrisent pas cette question, qui ne maîtrisent pas le féminisme, les théories féministes, de savoir qu'il y a plusieurs théories féministes. Par exemple, vous avez femmes et féminisme en dialogue. Féminisme au pluriel. Femmes et féministes en dialogue. Vous avez aussi, même aux États-Unis, on parle de les mouvements féministes américains. De même, ceux qui sont dans le champ de la recherche, ceux et celles qui sont dans le champ de la recherche peuvent écrire, produire un texte sur les mouvements féministes haïtiens. Donc, aux États-Unis, il y a plusieurs mouvements féministes et vous avez ce petit livre de Florence Rochefort, Histoire mondiale des féministes. Nous parlons des féministes, des différentes formes de féministes. Il y a, comme on dirait, il y a les courants modérés du féminisme, il y a le féminisme libéral, le féminisme social-marxiste, le féminisme végétarien, ou bien ce qu'on appelle écoféminisme, le féminisme afro-américain, le féminisme islamique. Donc vous avez aussi des mouvements féministes, le féminisme radical. Donc, ou bien on a aussi le féminisme amazone, le féminisme radical et le lesbianisme. Donc, c'est un mouvement qui a plusieurs, si vous me permettez, ramifications. Je rappelle pour l'histoire, il y a cela quelques années, avec un groupe d'étudiants de la faculté des sciences humaines, nous avons produit, sous ma direction, un groupe de 8 étudiantes ont écrit ce petit texte sur les différents mouvements féministes à travers le monde. Ces femmes et citoyenneté politique, l'aide à la jeunesse haïtienne. Un petit livre qui est certes rédigé, mais il a été produit par 7 jeunes, à l'époque, je cite les noms, Marie Mélège Biron, Marie-Lie Vidélis, Rachel Elien, Darly Elisabeth Laplanche, Martine Lérisson et Jérucha Vassi-Michel ont participé à la rédaction de ce petit livre qui présente, je dis bien un petit livre de près de 120 pages qui présente les grands courants du mouvement féministe à travers le temps. Donc, c'est à lire, on peut le trouver dans certaines bibliothèques. Maintenant, entrons dans ce texte et la femme de demain de Jean. La femme de demain, c'est un texte tiré de ce livre, La vocation de l'élite. Parfois, on parle de la vocation de l'élite, mais on ne souligne pas suffisamment la présence de ce texte dans le livre La vocation de l'élite. Voyons ce texte et voyons la forme, c'est-à-dire le caractère, la dimension féministe de la pensée du docteur Jean Bryce-Mars. On avance. Maintenant, à partir de quelle question Jean Bryce-Mars a-t-il écrit le texte La femme de demain, publié en 1919? Lisons avec moi. On a dit avec raison qu'il est possible d'apprécier le degré et la valeur d'une civilisation quelconque, rien qu'en tenant compte de la position assignée à la femme dans la société. Parce que cette position dérive de tout un ordre de préoccupations et n'est en définitive qu'une conséquence logique d'une certaine conception de la vie elle-même. Mais alors, si cette hypothèse est admissible et vérifiable, quelle serait la valeur et le degré de notre civilisation? En d'autres termes, quelle est la conception que nous nous sommes faites de la femme au point de vue de la vie sociale? Si vous avez lu l'affirmation
la citation de Charles Fourier, on peut facilement comprendre la position de Jean Price-Mas. Quelle est la conception que nous sommes faites de la femme au point de vue de la vie sociale? Si notre conception de la femme est négative, si nous avons une mauvaise image de la femme, si nous croyons que la femme est inférieure à l'homme à cause de son sexe, donc notre société n'aura pas, ou bien n'a pas et n'aura pas un avenir radieux. Donc, on me dira, et par rapport, c'est pas pour rien que nous avons souligné la lutte des Françaises, des féministes françaises contre le code de Napoléon, et Jean Price-Mas va s'en inspirer. On me dira en outre que notre législation, fille de la législation française, c'est pourquoi nous parlons de bovarisme, un thème cher, un thème que nous trouvons dans le livre La vocation de l'élite de Jean Price-Mas. Et c'est le mimétisme, nous singeons les autres. On me dira en outre que notre législation, fille de la législation française, n'est ni pire, ni meilleure que celle dont elle dérive. On y retrouve mot pour mot le fameux article 324 du Code pénal français, devenu l'article 269 du Code pénal haïtien, lequel accorde délibérément le droit de meurtre au mari outragé de sa puissance de possession sur la femme surprise en flagrant délit de la faute au foyer conjugal. Donc, vous comprenez pourquoi Jean Price-Mas fait appel au code Napoléon, et c'est ce même code Napoléon qu'on peut considérer comme une forme d'outrage pour les femmes, une forme d'injustice pour les femmes, c'est ce même code que nous avons adopté dans notre pays. Et c'est intéressant, il faut tenir compte de l'époque. Nous sommes en 1919, si Jean Price-Mas a eu le courage de dénoncer cette manière de faire, donc c'est quand même intéressant, c'est un point positif pour le docteur Jean Price-Mas si nous tenons compte de l'époque, c'est-à-dire nous sommes en 1919, il a eu le courage de dénoncer le code pénal haïtien dans son rapport avec la femme. Nous avançons. Maintenant, Price-Mas dénonce le système patriarcal, très bien. L'autorité de l'homme, j'allais dire, la prédominance du mal. Nous sommes dans le texte, La femme de demain, que nous trouvons, disais-je, dans le livre La vocation de l'élite. L'autorité de l'homme, j'allais dire, la prédominance du mal, tyrannique ou débonnaire, s'exerce ici de façon incontestable. N'est-il pas vrai qu'il y a une parenté indéniable entre cette conception du rôle subalterne de la femme, réduite à une manière de domestique supérieure, et celle qui en fait un instrument de travail? N'est-il pas vrai que l'un ou l'autre cas, elle est non seulement soumise à la loi de l'homme, mais elle ne paraît pas exister qu'en fonction de son plaisir et de son intérêt? Ça, c'est important. Et Jean Price-Mas, évidemment, on pourrait toujours ne pas accepter totalement la thèse de Jean Price-Mas sur les femmes. Mais de toute façon, il développe dans ce texte de 1919 ce que j'appelle la théorie de l'homme égoïste. Ce serait en outre que nous nous dépouillons de notre défaut suranné de supérieur par droit divin,
Et ce serait enfin que nous nous rendions compte que tout change autour de nous. Et ça, c'est important. Mais de toute façon, ce que nous devons appeler, c'est pas, il ne va pas revenir aux hommes de libérer les femmes. Les hommes peuvent participer à la libération des femmes, mais les actrices de leur changement, disons, elles sont les premières actrices de leur changement. Mais là, on peut toujours s'interroger, est-ce que l'homme, spontanément, va pouvoir renoncer à ses avantages? C'est une question. Mais est-ce qu'on peut parler de certains utopismes de Jean Pressmas quand il écrit « Ce serait en outre », en fait, c'est le conditionnel, « Ce serait en outre que nous nous débrouillons de notre défaut suranné de supérieur par droit divin. » Donc, est-ce que l'homme va renoncer à ce pouvoir, le pouvoir de dominer la femme, et l'homme qui pense que ce pouvoir lui vient du ciel, lui vient de Dieu? C'est Dieu qui l'habilite à gouverner, à dominer, à exploiter les femmes. Bref, quelle est la thèse soutenue par Jean Pressmas? En fait, le féminisme de Jean Pressmas consiste, selon nous, à ce que nous appelons le principe de l'association. Pour nous, c'est le principe de l'association et de la réciprocité qui doit régner entre les hommes et les femmes. C'est une thèse, c'est une approche. On peut bien ne pas l'accepter, mais de toute façon, Jean Pressmas, dans sa réflexion sur le féminisme, c'est-à-dire opte pour cette position. Nous sommes associés deux à une œuvre auguste dont la grandeur dépasse nos misères individuelles. En un mot, il y a aussi un lien entre féminisme et citoyenneté chez Jean Pressmas. Nous sommes associés deux à une œuvre auguste. Il y a une œuvre à créer dans la cité, une œuvre auguste dont la grandeur dépasse nos misères individuelles. C'est ce principe qui doit régir les relations entre les hommes et les femmes. Et donc, le féministe de Jean Pressmas, si vous me permettez l'expression, est un féminisme d'association. C'est l'associationnisme. On avance. Bon, maintenant passons rapidement au deuxième texte de Jean Pressmas, publié d'abord dans un article dans un journal de l'époque qui s'appelle Le Temps. Et ce même article va être reproduit dans une revue féministe qui s'appelle La Semeuse. Et à la même époque, en 1934, on assistera à la création de la Ligue féminine d'action sociale. Et quelle a été la mission de la Ligue féminine d'action sociale? Accompagner les femmes dans leur développement économique, moral, intellectuel, physique, culturel et spirituel. Donc, les femmes n'allaient pas partir à la guerre contre les hommes. Et les femmes n'allaient pas prendre les armes. C'est important, c'est pourquoi le féminisme de Jean Pressmas, si vous me permettez, est également lié au type de féminisme du premier mouvement féministe haïtien, officiellement. C'est important de retenir ce point. Donc la mission de la première Ligue féminine d'action sociale, c'était d'accompagner les femmes dans leur développement économique, moral, intellectuel, physique, culturel et spirituel. Un détail important, la plupart de ces femmes étaient catholiques.
Ça, c'est important. Probablement, les féministes d'aujourd'hui ont intérêt à mener des recherches sur cette question, sur cette dimension femme et religion. Bon, maintenant, Madeleine Sylvain-Bouchereau est l'une des fondatrices de ce mouvement. L'une des fondatrices, bien entendu, avec S au pluriel. Donc, et attention, nous prenons très au sérieux cette citation de Madeleine Sylvain-Bouchereau. Et quand ils ont créé à l'époque ce premier mouvement, Ligue féminine d'action sociale, elle écrivait dans son livre Femmes. Elle écrit dans son livre sur les femmes. Le féminisme était inconnu en Haïti. Les femmes, bien qu'ils jouent un rôle considérable, n'avaient jamais pensé à se grouper en vue d'une action commune pour la revendication de leurs droits. Pourtant, petit à petit, elles prenaient conscience du nouveau rôle de la femme dans le monde. Ça, c'est important pour l'histoire du féminisme en Haïti. Donc, et cette première phrase est importante. Le féminisme était inconnu en Haïti. Implicitement, c'est avec la naissance de ce mouvement, la création de ce mouvement Ligue féminine d'action sociale, qu'on commencera à parler officiellement du féminisme en Haïti. Maintenant, cette conférence influence de la femme de la communauté haïtienne, ça c'est important. Cette conférence sera adressée aux femmes de la Ligue féminine d'action sociale. Ce point est important. Donc, c'est une conférence probablement commandée par les femmes de la Ligue féminine d'action sociale. Donc, Jean Pressmas était invité à prononcer, à présenter cette conférence devant les membres de la Ligue. Et donc, Jean Pressmas acceptait, partageait les thèses défendues par ces femmes. En un mot, et Jean Pressmas acceptait, se sentait bien à l'intérieur de ce type de féminisme, de ce courant de pensée, et de féminisme haïtien. Évidemment, une parenthèse, on peut bien avoir d'autres mouvements féministes et haïtiens, qui n'ont rien à voir, qui ne veulent pas avoir de lien avec le féminisme défendu, et le féminisme défendu ou prôné en 1934 par Madeleine Sylvain-Bouchereau et ses consoeurs. Ça, c'est important. Nous avançons. Maintenant, il y a une dimension éthique et morale du féminisme de Jean Pressmas. Et Jean Pressmas, et nous le verrons, n'est pas un féminisme radical. Et Jean Pressmas ne mettra jamais en doute la maternité, la question de la maternité. Jean Pressmas croit que les femmes ne doivent pas renoncer à cette dimension de la maternité. On peut bien ne pas être d'accord avec le docteur Jean Pressmas, mais en tout cas, c'est une vision. Et c'est pourquoi Jean Pressmas pense que les femmes ont un rôle capital à jouer dans la socialisation des enfants. Et ce n'est pas pour rien qu'il aura à un moment donné à citer
a cité un pédagogue, un pédagogue pour nous présenter un pédagogue qui affirmait la femme est la table de travail de l'enfant. La femme, la table de travail de l'enfant, une manière de dire que la femme, elle est un élément clé dans la socialisation, de l'enfant, et donc elle ne doit pas renoncer à cette tâche. Et ben là, je reprends là, cette question de la femme, table de travail de l'enfant, et c'est donc la femme doit donc jouer un rôle clé dans l'avenir de l'humanité. Et là, c'est bien. Et bon, Jean Brasmas, il ne donne pas des détails, mais on sait qu'il s'est inspiré, des travaux du psychologue de l'enfant qui s'appelle Bernard Pérez. J'aurais dû son nom ici, Bernard Pérez. Pérez, c'est Bernard Pérez. Donc, si on a le temps, on peut mettre Bernard Pérez après Bernard Pérez, Bernard Pérez. Pérez, P-E-R-E-Z, justement, c'est un psychologue de l'enfant. Psychologue de l'enfant, donc c'est extrêmement important, et on va voir, ça va orienter, donner une certaine orientation à la vision de l'enfant. Maintenant, on avance. Donc, Jean Brasmas a donc appuyé sans réserve, et sans réserve la Ligue féminine d'action sociale. On avance. Maintenant, ce qu'on doit dire également, et Brasmas ne donne pas beaucoup de détails, mais on voit que dans ce texte, peut-être c'est peut-être un petit reproche qu'on peut adresser à Brasmas, mais on voit dans ces textes, dans les deux textes, le souffle des philosophes des Lumières. Jean Brasmas est le philosophe du siècle des Lumières, spécialement de Diderot, Nicolas Condorcet. Mais il cite une fois Diderot. Mais il ne donne pas toutes les références. Donc, pour Brasmas, il est possible d'être de sexe masculin et devenir féministe. Donc, Jean Brasmas refuse la hiérarchie des sexes et fait la promotion de l'éducation des filles. Pour Brasmas, c'est notre interprétation, à travers ces deux textes, il est à la recherche ce que s'appelle d'une république d'associés. Et les femmes doivent jouer aussi un rôle clé de la cité. Et ça nous fait penser à la vision d'Aristote, aristotélicienne, toute la question, la place des femmes dans la défense. On va plus loin, dans la défense du bien commun. On avance. Donc, il y a ce que j'appelle le féminisme dont se réclame le docteur Jean Brasmas, est un féministe libéral. Son texte de 1918 et celui de 1934 n'ont qu'un seul soubassement: éloge et respect de la personne humaine. Les femmes haïtiennes doivent développer à fond l'ensemble de leur potentiel pour mieux coopérer avec les hommes.
Donc, et Jean Price-Mas est un féministe. Et là encore, je n'ai pas ce texte, je ne sais pas. Ça devait être là, mais c'est pas là. Maintenant, on reviendra sur. Je dis Jean Price-Mas le féministe. Et là, j'ai voulu partager avec vous cette citation de Price-Mas. Bon, c'est peut-être la limite de Price-Mas également. Et là, je reprends ce que je disais au début. Jean Price-Mas s'affirmait féministe. Et je disais que peu d'auteurs, bon, je ne peux même pas dire peu d'auteurs, il n'y a que le docteur Claude Souffrant qui avait osé une fois parler de la femme, de la femme de demain, du docteur Jean Price-Mas. Mais le texte, cet article de Jean Price-Mas, publié dans la revue Le Temps et en 1934, l'influence de la femme dans la communauté haïtienne, ce texte n'est pas encore creusé, analysé par les spécialistes de Jean Price-Mas. Je dis jusqu'à présent, il n'y a pas eu de commentaires, il n'y a pas eu de réflexion sérieuse sur ce texte de Jean Price-Mas. Où là, c'est pourquoi j'ai tenu à vous donner et à présenter, à exposer cette citation. Et nous lisons ça, ces propos sont de Price-Mas. Bien entendu, je précise, c'est tiré dans son article, dans sa conférence, de la conférence qu'il a présentée aux femmes en juin 1934. Au mois de juin 1934, je précise, il faut que je vous dise tout net que si je suis féministe, de la mesure où j'admets les revendications les plus rationnelles des femmes, pour leur accorder la justice pleine et entière de certains privilèges attribués jusqu'à présent aux hommes, je fais des réserves expresses et mes restrictions portent sur les questions fondamentales d'ordre strictement biologique. Et ça, c'est important. Il ne s'agit ni d'infériorité, ni de supériorité. Il s'agit de diversité physiologique. Et c'est parce que je veux que la vie soit plus belle, de la splendide harmonie d'une association où l'élément mâle et l'élément femelle se conjuguent et se complètent dans l'œuvre d'une collaboration éternelle pour le plus grand épanouissement de la vie, que je m'insurge contre l'attribution à la femme des tâches trop grossières et manifestement incompatibles avec sa plus haute dignité. Ça, c'est important, celle d'être la gardienne auguste de la perpétuation de la race humaine. L'égalité entre l'homme et la femme ne doit en rien questionner cette mission de la femme. Bref, évidemment, toutes les féministes ne sont pas obligées et ne vont pas accepter cette thèse de Price-Mas. Mais de toute façon, Price-Mas, il a eu le courage et l'audace de s'affirmer féministe et croire que la femme doit demeurer la gardienne auguste de la perpétuation de la race humaine. L'égalité entre l'homme et la femme ne doit en rien questionner cette mission de la femme. On continue. Maintenant, commentaire final. Nous regrettons que le docteur Price-Mas n'ait pas écrit au moins un livre majeur sur le féminisme en Haïti. C'est notre regret, c'est une critique adressée à Price-Mas. Friand de compte rendu de lecture, et Jean Price-Mas est peut-être l'un des auteurs haïtiens qui a produit plus de compte rendu de lecture. Friand de compte rendu de lecture, il n'avait pas pensé à réaliser une lecture critique des deux tomes du deuxième sexe de Simone de Beauvoir, publiés en 1949.
Nous avons eu du mal à comprendre pourquoi Jean Brasmas n'a pas voulu, bien, c'est ce qu'il n'a pas eu le temps de produire en 1949, soit 15 ans après son texte sur l'influence de la femme de la société haïtienne, de la société haïtienne, de faire un compte rendu des 2 tomes du livre. Par exemple, un livre qui a été publié à près de 22 000 exemplaires. Attention, un livre qui a été mis à un moment donné en index aussi. Pourquoi il n'a pas voulu faire un compte-rendu de ce livre? Brasmas n'avait pas choisi de consacrer un livre aux questions féministes ou féminines. Toutefois, son texte La femme de demain de 1919 et sa conférence sur l'influence de la femme de la communauté haïtienne demeurent des textes fondateurs pouvant favoriser une vraie république composée d'associés. Bon, chers amis, j'ai accepté, et ce fut pour moi une grande joie de partager avec vous les fruits de ma recherche sur le féminisme de Jean Brasmas, le féminisme libéral de Jean Brasmas. Et je crois que officiellement, c'est l'une des... Je ne veux pas dire que c'est la première conférence. Je ne dispose pas suffisamment de données, mais j'ose dire, bon, il y a eu peu de conférences, ou bien il n'y a eu presque pas de conférences sur le féminisme libéral du docteur Jean Brasmas. Et merci beaucoup. Et peut-être, je vous présente ce livre, un texte sur Jean Brasmas, un dernier texte sur Jean Brasmas, il y a un article de Jean Brasmas, cet auteur méconnu, de Lewis Cloméus. Ce livre, Jean Brasmas, Nécessité et urgence de l'actualité d'une pensée. Donc, il y a un article et puis 2 articles du professeur Lewis Cloméus que je vous invite vivement à lire. Une bibliographie de Jean Brasmas et un article de Jean Brasmas, cet auteur méconnu. J'ai également un article dans ce livre qui a pour titre Jean Brasmas, penseur humaniste et personnaliste. Enfin, pour terminer, au mois d'octobre 2024, dans quelques mois, je présenterai au public haïtien, aux universitaires haïtiens, un livre qui fera la synthèse de la pensée morale, sociale et politique de Jean Brasmas. Il aura pour titre Jean Brasmas, penseur de la solidarité morale et sociale. Ce sera mon prochain livre pour, bon, si nous sommes en vie, même si nous ne sommes pas en vie, le livre est quasi prêt. Donc vous aurez ce livre, Jean Brasmas, penseur de la solidarité morale et sociale, en octobre prochain. Merci pour votre patience. Merci pour votre patience. Et mille merci. Et nous aurons le temps de nous revoir, parce qu'au lieu de la 6e conférence, il y a 4 autres conférences qui viendront avant la publication de mon livre. Merci beaucoup. Et maintenant, je suis prêt à accepter quelques questions ou encore ceux et celles qui veulent commenter. Comme je l'avais dit à notre collaborateur Michelot Jean-Claude, si Madame Mars, Kathleen Mars est avec nous, elle pourra toujours faire un petit commentaire. Donc, nous passons la parole maintenant à notre collaborateur, notre animateur, le doctorant Michelot Jean-Claude. Merci beaucoup, professeur Toussaint, et merci pour ce voyage à travers l'histoire du féminisme en Haïti. Et donc, bon, vous l'avez compris, le professeur Toussaint nous a remerciés, mais c'est pas encore à la fin. C'est l'occasion d'échanger un peu. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez, soit dans le chat ou poser vos commentaires et des questions, mais aussi lever la main
pour une meilleure organisation des échanges. Pour l'instant, les micros sont désactivés, mais si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas à lever la main pour partager avec nous vos questions, vos commentaires et autres. Donc, alors, vous avez vu que ici, nous avons eu une intervention assez riche qui, seulement, il y a parmi les différentes questions, moi, j'ai fait un lien avec cette méconnaissance des œuvres de Jean-Paul Marx avec une autre notion qui est très chère pour nous aussi, dont on a beaucoup discuté à QC, c'est la notion d'injustice cognitive, hein. C'est-à-dire la méconnaissance des œuvres de grands penseurs qui ont marqué notre temps et qui fait que on est privé d'une série d'outils théoriques et qui nous permettraient de mieux appréhender la réalité. Et je pense que l'invisibilité, entre guillemets, hein, on connaît beaucoup Jean-Paul Marx, on connaît beaucoup Si parle à l'oncle, mais il arrive très rarement effectivement qu'on creuse un peu certains aspects de sa pensée. Et je pense qu'avec et cette situation s'aggrave aujourd'hui avec l'incendie de certains espaces, de certains hauts lieux de savoir, comme la Bibliothèque nationale, qui malheureusement est quasiment dysfonctionnelle. Donc, et puis il y a aussi cette remise en question de ce que Jean-Paul Marx appelle le moralisme collectif. La place est, disons, le mimétisme haïtien. Donc, on se souvient dans l'œuvre de Frantz, on connaît très bien l'œuvre de Frantz Fanon, Peau noire, masque blanc, où il critique la tentative des pays, des sociétés, des pays anciennement colonisés à, entre guillemets, chercher à blanchir la race, c'est-à-dire reproduire les pratiques légales, culturelles et autres de l'ancienne métropole. Mais on voit à travers l'œuvre de Jean-Paul Marx, il a déjà évoqué cette question. Hein. Écoutez, d'ailleurs, l'une de ses idées phares, c'est justement soyons nous-mêmes. Aussi longtemps qu'on se croit être des Français colorés, c'est comme si on trahit un peu l'idéal même de nos ancêtres. Donc, justement, cette remise en question, cette invitation à être autonome dans notre manière de faire, ce que Frantz Fanon a appelé à des hommes et des femmes neufs, hein. Puisqu'on parle de féminisme, j'ai ajouté femme dans l'idée de Fanon. Donc, ça fait un peu le tour. Et puis, pour arriver justement à cette question de refus de la hiérarchie des sexes, donc c'est extrêmement important d'envisager cette possibilité de collaboration entre les hommes et les femmes. Et la place des femmes occupées dans la société est une indication pour voir le niveau de progrès qu'on a. Donc encore une fois, merci pour tout ça. J'ai évoqué quelques-unes des points forts de l'intervention, mais je crois qu'il y a déjà plusieurs questions. N'oubliez pas, vous pouvez lever la main et nous avons déjà...